effectivement, l'idée, merci beaucoup pour toutes ces interventions très riches sur la dynamique d'équipe que nous allons poursuivre cet après-midi. Le projet de la chaire, c'est aussi une équipe de partenaires, et avec 3 partenaires académiques. L'école navale, membre fondateur, l'UBO, professeur Montier, là, va changer de casquette, et puis l'Université Rennes 1. Et évidemment, ce sont les partenaires économiques représentés par la Banque française mutualiste et Naxicap. Donc, du coup, je vais leur demander respectueusement s'ils veulent adresser un petit mot à l'Assemblée. Donc, Yann Vacasse, que je remercie au nom de l'État. Merci Sophie. Bien, bonjour à tous. Donc, le vice-amiral Bedonnière, le commandant et directeur général de l'école navale, qui n'a pas pu être présent et s'en excuse, m'a demandé de le représenter. Donc Yann Vacasse, je suis le directeur de la recherche et de l'innovation de l'école navale. Et dans un premier temps, comme ça a pu être fait ce matin, je souhaite remercier déjà les équipes du CHU pour accueillir l'ensemble, cette journée scientifique ici à Angers. Je voulais aussi remercier l'ensemble des partenaires, partenaires industriels pour leur soutien financier et partenaires académiques pour les travaux qui sont réalisés en partenariat, travaux qui sont riches. On a pu voir aujourd'hui une partie aussi des réflexions en cours sur ces sujets qui sont très riches. Remercier aussi les intervenants de ce matin et ceux qui viendront cet après-midi, sans oublier, un peu long, mais je pense que c'est de tous ces remerciements, mais c'est essentiel, toute l'équipe d'organisation pour cette journée. J'ai pu suivre un peu pendant ces quelques mois l'organisation, et c'est pas rien. Donc merci à eux. Alors j'avais prévu à l'origine d'expliquer et de démontrer l'intérêt pour l'école navale et aussi pour la marine nationale des sujets de la chaire. Je pense qu'après les interventions qu'on a eues ce matin et qui viendront cet après-midi, la démonstration a été faite. Mais je vais quand même prendre quelques mots-clés importants pour l'école navale. Alors l'école navale, par ses missions, doit assurer la formation des élèves officiers, mais aussi, au travers des travaux de recherche, répondre aux besoins de la marine nationale. Donc, quand on reprend des mots-clés comme leadership, organisation, crise, équipe, on retrouve en fait dans la formation des éléments, un socle de la formation des élèves officiers qui est la formation humaine et militaire, où justement on va venir leur apprendre à devenir des chefs. Et devenir des chefs, il y a la formation, il y a aussi l'expérience, comme on a pu le voir ce matin. Et donc à l'école, au travers de la formation, on va commencer à en faire des chefs, à en faire des leaders. Et dans des situations différentes, situations standards, mais aussi des environnements particuliers, environnements de crise, avec aussi des situations imprévues à gérer. Et ensuite, on va avoir le deuxième volet, qui est aussi le thème de la chaire, qui est lié au travail avec des organisations pas multiculturel, mais multiprofessionnel. Et on va retrouver ça aussi au cours d'opérations. Commandant Paris a pu en parler ce matin dans le cas d'usage qui a été présenté. Mais on va retrouver ça aussi lors d'évacuations sanitaires, où on peut avoir des organisations venant de différents milieux qui vont travailler ensemble. Donc ça aussi, on doit le montrer, présenter à nos élèves, et aussi travailler sur ces sujets-là en termes de recherche pour répondre aux besoins de la marine. Donc pour ces deux volets, la présence et les travaux, la présence de l'école navale dans la chaire et les travaux qui sont réalisés sont essentiels. Et c'est pour ça que l'école navale, en tant que membre fondateur, soutient effectivement et participe aux travaux de la chaire. Merci pour tous les travaux qui sont réalisés, qui nous permettent aussi de répondre aux deux missions de l'école. Merci Yann. Autre membre fondateur académique, l'UBO. Et là, changement de casquette, le professeur Montier intervient, et vice-président de l'UBO intervient en ce nom au niveau de l'UBO. Bien. Merci tout d'abord à nouveau aux organisateurs. Merci à mon confrère doyen de la faculté de médecine de l'université d'Angers. Je crois que le CHU est un petit peu plus loin, mais ici
on est à l'université. L'objectif de finalement forger des chefs, mais aussi une société qui soit résiliente et avec des leaderships affirmés et assumés, est un enjeu. Comme je l'ai dit, mentionné rapidement tout à l'heure, les décades qui s'ouvrent devant nous, il est peu probable que nous n'ayons pas de crise majeure à gérer. Voilà. Donc, comment fait-on pour que nos sociétés démocratiques perdurent et assurent aux différentes personnes qui y vivent la satisfaction au moins de leurs besoins essentiels? C'est un sujet qui, nous, à l'UBO, et on est très heureux d'accompagner et l'école navale et nos collègues de Rennes au travers de notre laboratoire, le LEGO, que nous co-gérons avec l'IMT Atlantique aussi, hein, sur le site brestois. C'est un sujet extrêmement important parce que, au-delà des étudiants en médecine, il y a toute la notion des futurs cadres qui seront les échelons intermédiaires entre finalement la population générale et les décideurs politiques. Donc c'est un programme de recherche qui nous est particulièrement à cœur parce qu'il impactera probablement le devenir de nos propres étudiants et la manière dont on va faire percoler ces connaissances, ces formations en direction de nos futurs cadres, actuellement nos plus jeunes, quelle que soit finalement la filière d'origine. Nous savons aussi, et c'était une bonne chose dans les évolutions de la sélection des étudiants en médecine, en pharmacie, en odonto, les oraux qui ont été instaurés dans l'évolution PASSLAS, dont certains ont peut-être déjà entendu parler, nous permettent aussi de sortir des gens qui n'ont pas leur place en tant que leader. Et ça, il faut aussi, c'est pas parce qu'on sait résoudre une équation qu'on sera un bon leader derrière. Il y a quand même des caractéristiques qu'on retrouve et des gens qui n'assumeront jamais la pression. Et je trouve que pour eux, comme pour le système, il n'est pas, je dirais, adapté de leur faire vivre des situations qu'ils ne seront jamais en capacité d'assumer, puisque on aura beau leur apprendre toutes les techniques du monde, certains n'y arriveront jamais. Voilà. Donc c'est un sujet qui nous concerne directement, que nous soutenons de différentes manières à l'UBO, que ce soit en termes de RH ou de financement, et que nous continuerons à le faire au moins tant que je serai vice-président à la recherche. Voilà, et en tous les cas, merci encore pour tous les intervenants, la qualité des échanges, et on suivra ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Merci professeur. Et à distance, on a un partenaire historique aussi rhénan, représenté aujourd'hui par le directeur du laboratoire CREM. Et alors, Rhénan, c'est aussi l'histoire du début de 2018. Dominique Martin était co-titulaire avec moi et il est maintenant conseiller scientifique de la chaire et nous savons que ses conseils sont ô combien précieux. Je le salue d'ailleurs à distance, mais je laisse là, respectueusement la parole au professeur Moiseau. Vous avez la parole, professeur. Bonjour. La liaison n'est pas très stable. Merci. Alors, je vais vous présenter brièvement, je vais être très bref, le CREM. Le CREM, c'est le laboratoire d'économie et de gestion du Grand Ouest. Nous sommes localisés à Rennes ainsi qu'à Caen. Le CREM est une unité mixte de recherche du CNRS. Nous avons 3 tutelles, le CNRS, l'Université de Rennes ainsi que l'Université de Caen-Normandie. Notre laboratoire est constitué de 104 chercheurs et 60 doctorants, donc l'effectif est important. Et nos recherches portent sur des questions d'inégalité, de santé, de transition climatique, de mobilité durable, de choix en environnement risqué et incertain, ainsi que sur les questions aussi de numérisation des sociétés et du rôle de l'État. Nous produisons une centaine d'articles par an dans des revues de la communauté de lecture et nous
nous avons aussi une recherche contractuelle dynamique. Nous sommes impliqués dans des projets de l'Agence nationale pour la recherche, des contrats avec, nous avons aussi des contrats avec la région, et nous développons aussi beaucoup de partenariats en contrat CIFRE. La spécificité du CREM aussi est que nous disposons d'un laboratoire d'expérimentation en économie et management, c'est-à-dire que nous pouvons réaliser des expériences en laboratoire et sur le terrain qui nous permettent de comprendre les comportements en environnement complexe, en environnement risqué et incertain, et aussi des comportements en situation d'interaction. Le CREM est donc très intéressé pour développer un partenariat et des projets au sein de la chaire Résilience et Leadership. Nous sommes convaincus que cette chaire offre une opportunité de croiser des approches et de nourrir aussi une intelligence collective pour pouvoir développer des projets de recherche innovants. J'ai constaté, enfin je vois qu'il y a des passerelles possibles, notamment notre expertise en économie, en expérimentation, serait une passerelle possible avec les thématiques qui sont développées au sein de la chaire. Je vous souhaite une excellente journée d'études. Merci, professeur. Et je vais céder la parole à Éric Thibault, alors lui aussi qui nous soutient depuis le début, puisqu'en fait ça avait commencé avec le soutien de Médéric Monestier, qui préside le groupe MNH, et qui en 2017, quand je montais la chaire, m'a soutenu tout de suite. Et donc c'est Éric qui a pris le flambeau. Alors on est plus que partenaires, parce qu'on travaille ensemble. En fait, l'année dernière, vous nous avez accueillis, puisqu'on change tous les ans en fait. Et donc, ça fait maintenant depuis un moment qu'on collabore ensemble au sein d'une équipe, en fait. Absolument. Je te laisse la parole. Merci. Écoutez, je suis ravi d'être là et de pouvoir échanger avec vous. Alors, une bonne nouvelle, je suis une fenêtre ouverte sur le prochain cocktail déjeunatoire, puisqu'après, normalement, il n'y a plus personne ne prend la parole. Je suis, parmi tous les intervenants, certainement le plus naïf en termes de résilience. Même s'il peut y avoir un petit peu de résilience dans les banques, ce n'est pas notre cœur de métier. Et ce que je voulais dire aussi en préambule, déjà bravo pour l'organisation, parce qu'effectivement, pour avoir participé l'année dernière à l'organisation dans les locaux de la BFM, on a vu tout le boulot que c'était, avec Ayoub, avec Sophie, avec toute l'équipe. Et puis sur la qualité des échanges de ce matin, qui était vraiment remarquable, même pour les béotiens que l'on est. Alors, qu'est-ce qu'une banque vient faire sur la résilience? Alors, je me suis beaucoup posé la question. D'ailleurs, la première fois que je me la suis posée, c'est quand j'ai participé à un comité de pilotage où m'avait envoyé Médéric Monestier 2 jours avant. Je dis, qu'est-ce que je viens faire dans cette galère? Ça tombait bien, puisque c'était à Brest. Il y a complètement du sens, et ça va être peut-être un prisme un peu différent. Nous, on est une banque mutualiste, donc issue de mutuelles de la fonction publique. Et donc, il y a cette notion d'agent public. Et ce matin, quand j'ai regardé tous les acteurs que l'on a vus, c'est des acteurs de l'une ou l'autre des fonctions publiques. Que ce soit des acteurs, que ce soit des actifs, ou que ce soit des réservistes. Voire même que ce soit des populations de volontaires, on va dire même de jeunes sapeurs-pompiers volontaires et d'autres. Et ça va donner quelques ouvertures. Toutes les fonctions publiques sont représentées. Nous, on se retrouve effectivement dans le monde hospitalier, dans le monde militaire. On a fait une incursion dans le monde des collectivités territoriales sur la première période de Covid, et ça avait été très intéressant, puisqu'on parle aussi d'organisation naïve. Et effectivement, une collectivité territoriale, c'est ni un sous-marin, ni un bateau, ni un hôpital. Mais ils ont subi aussi les affres de la crise Covid, et on en avait sorti un certain nombre de réflexions intéressantes, et en particulier qu'en France, on a une administration centrale à mémoire de forme, c'est-à-dire qu'elle est en capacité de s'adapter pendant la crise, mais l'instant d'après, les préfets ont repris la main, on dit c'est comme ça que ça doit se passer quand la première crise a été passée. Donc, on couvre l'ensemble on est ouvert
vers toutes les fonctions publiques et vers l'ensemble des agents publics. Et c'est la vocation et la finalité de nos mutuelles sociétaires. Il y a un deuxième axe qui est important, c'est les notions de valeurs qui sont portées, qui ont été évoquées, parce qu'on voit bien que derrière tous ces processus, tous ces dispositifs, il y a des êtres humains, et il est important qu'ils aient des éléments en commun. On a parlé de sens, on a parlé de valeurs, et pour nous aussi, c'est très important. Et moi, j'ai retenu aussi un point important, parce que là, on a quand même un public ici très averti, très qualifié, et certainement un petit peu âgé, et la notion de jeunesse est importante, parce qu'il va falloir réirriguer, réensemencer, retravailler tout ça. Et je vais citer, c'est juste pour information, mais des projets, nous, qu'on cherche à accompagner. Alors déjà, on est heureux d'accompagner les travaux avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, qui sont portés par Nicolas. Donc voilà, ça fait partie de l'ouverture qu'on a souhaité avoir par cette chaire. Donc les sapeurs-pompiers, des initiatives, ça s'appelle les jeunes sapeurs-pompiers. Il y a d'autres initiatives, par exemple avec le monde de la gendarmerie, qui s'appelle les cadets de la gendarmerie, où aussi on réembarque des gamins sur des projets dans les départements. Et je dirais que dans ces deux cas, on a des publics avertis et volontaires. Et aujourd'hui, on souhaite aussi être présent sur d'autres actions. Et c'est un exemple qui est pour l'instant expérimental, mais qui peut-être sera amené à se développer. C'est des notions de classes engagées dans certains départements. Là, c'est le département du 77. Et des classes engagées qui ont vocation à porter des sujets autour de la solidarité, autour de la défense, autour aussi de valeurs patriotiques. Et c'est, encore une fois, c'est important. Il y a tout un travail certainement à refaire. Donc, ces notions, c'est peut-être aussi redonner une persistance de l'effort. Et tout ça pour dire, cet ensemble, ça a du sens, puisque on est aussi dans un grand tout qui s'appelle dans les entreprises la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Donc, alors au-delà de sempiternelles choses autour de l'écologie, de l'environnement. Alors, c'est très bien, mais là, il y a quand même des choses centrales, effectivement, sur la capacité de notre modèle à perdurer. Et donc, contribuer aux travaux de la chaire, via la politique RSE, c'est les fondements de notre société, donc c'est juste essentiel. Voilà, je vous remercie. Merci Eric. Et puis, du coup, en fait, les jeunes, on les touche aussi parce qu'au sein des partenaires académiques, que ce soit l'école navale, l'UBO, Rennes 1, en fait, c'est tous les élèves, les futurs élèves officiers des spécialités nautiques de la marine qui passent par les bancs de l'école navale. À l'UBO, 23 000 étudiants et plus de 40 000 à Rennes 1. Donc on draine aussi toute cette jeunesse et donc on a à cœur aussi de diffuser cette création de connaissances. Un dernier mot juste auprès de Naxicap, c'est une société de capital risque, donc Eric Aveillant, pareil, 2018, m'a dit moi ça m'intéresse. L'idée, c'est de faire émerger des modes de réponse résilients, de sortir aussi un petit diagnostic de la résilience organisationnelle. Évidemment, quand lui, il investit dans des entreprises, l'idée, c'est de savoir, quand il mise sur des entreprises, est-ce qu'elles vont être plus ou moins résilientes? Et puis, il a un regard. Alors, c'est pas le gut feeling, mais presque les signaux faibles qui vont lui donner une petite grille d'analyse supplémentaire pour dire est-ce que cette équipe-là, à qui je vais confier de l'argent, elle va être capable de traverser des adversités. Donc en fait, évidemment, les travaux de la résilience et du leadership, du coup, faisaient écho à ces problématiques très pratiques. Voilà. Je le remercie. Je l'ai eu en ligne, je l'ai eu avant-hier aussi sur ces sujets-là. Il est intéressé aussi par des problématiques qu'on a développées. Alors, pas naïvement, mais Éric Thibault nous parlait d'organisation naïve. Il faut être un expert pour souligner ça. En fait, ce sont les organisations qui n'investissent pas en résilience. Et je sais que Naxicap est intéressé en disant mais oui, mais les entreprises qui n'ont pas les moyens d'investir en résilience, pas comme des sous-marins, par exemple, ou corps médical, quid de ces transferts justement de pratiques des organisations qui investissent dans la résilience et celles qui ne le peuvent pas. Et donc c'est aussi, ça fera partie des futurs travaux de recherche. Le leadership, évidemment, notamment à partir des travaux sur le leadership partagé que développe Lara Poitrin. Et puis aussi sur les systèmes couplés, là, on pourra développer, on parlait de centralisation, décentralisation, comment mener une action cohérente quand il y a une maison mère, des filiales, un porte-avions, différentes unités.
Ça, c'est des travaux qu'on propose de développer et en intégrant des nouvelles donnes comme l'intelligence artificielle naturellement. Voilà. Donc merci à vous tous. Et puis je crois maintenant qu'il est grand temps d'aller déjeuner. Donc merci de votre attention. À tout à l'heure. Merci.